Bonjour à tous, alors on est de retour sur cette chaîne après une longue absence pour une nouvelle vidéo. J'espère que la prochaine ne sortira pas dans un trop long moment, mais on verra ce que ça donne. En tout cas, aujourd'hui, on va parler des transformations. J'ai découpé ce sujet-là en plusieurs sous-parties pour y aller progressivement. Donc on va faire une petite introduction aujourd'hui par rapport aux transformations. Et on en a déjà vu un peu les bases sur la vidéo précédente, que je dise pas de bêtises. Oui, sur le chargement de l'OBJ. On va voir plus en détail comment cela fonctionne aujourd'hui et pourquoi c'est utilisé. Alors, une transformation, que ce que c'est déjà? Ça peut être un changement de position dans l'espace, donc c'est-à-dire que là on a une forme, et on veut choisir de déplacer cette forme dans notre image, par exemple. Donc on va changer la position de chacun des sommets de notre mèche, afin de déplacer l'ensemble de l'objet. Ensuite, on peut avoir un changement de taille, donc c'est-à-dire qu'on va faire grossir cet objet, et à ce moment-là, on va appliquer un autre type de transformation sur chacun des éléments, sur chacun des sommets de notre mèche. Et enfin, une autre transformation très usuelle, c'est la rotation, donc ça va être un changement d'orientation de notre forme. Donc là, on a fait tourner notre forme dans notre image. Alors, vous le verrez aussi en mathématiques en particulier sous le nom de changement de repère. Les transformations au changement de repère, c'est tout à fait analogue. Et on va voir pour quelles raisons ça s'appelle un changement de repère quand je vais détailler la rotation. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très utilisé, hein, qui peut être une des applications naturelles des transformations, ça peut être l'animation. Par exemple, vous avez un personnage, vous souhaitez faire bouger ses mains, ou vous souhaitez le faire marcher, par exemple, et bien vous allez appliquer sur les membres inférieurs du corps des transformations par rapport au buste. Et le personnage lui-même, se déplaçant dans la scène, va aussi être affecté par des transformations. Et en fait, c'est omniprésent en graphique. Si vous imaginez que, enfin, quand vous jouez à un jeu vidéo, par exemple, vous imaginez que finalement votre personnage sur un FPS, par exemple, votre personnage, du coup, sa vision est traduite par une caméra mouvante dans l'espace, donc vous contrôlez cette caméra, et finalement, ce que vous cherchez à déplacer, c'est la scène relativement à la caméra, afin d'afficher cette scène du point de vue de votre personnage. Donc, lorsque vous vous déplacez dans votre jeu, vous allez appliquer une transformation sur l'ensemble des éléments de la scène afin de pouvoir avoir euh, l'impression de vous mouvoir dans cette scène. Donc du coup, on en a déjà un petit peu parlé finalement des transformations, comme je le disais précédemment. Quand on a cherché à afficher notre mesh sur notre image ou sur notre moniteur, on avait les coordonnées de notre mesh, les coordonnées d'entrée de notre mesh qui était contenu dans une boîte englobante, une bounding box, alors là, on avait ignoré la position Z, ce qu'on va faire aussi aujourd'hui pour simplifier l'explication, mais la démarche reste tout à fait analogue. Bref, on avait ce mesh-là qui était représenté dans certaine boîte englobante, contenu entre Xmin et Xmax, Xmin et Xmax et Ymin et Ymax. Et l'objectif, c'était de placer cette boîte englobante dans ce qu'on a défini comme le NDC, Normalized Device Coordinates, un repère centré en 0 et dont les limites sont incluses entre -1 et 1 pour x et y. Donc, cette grande boîte englobante ou cette petite boîte englobante, il a fallu soit l'agrandir, soit la rétrécir, et il a déplacé. Donc on a appliqué pour cela déjà une translation afin de centrer cette boîte englobante sur l'origine, sur 0. Donc ça, c'était une translation. Et ensuite, on a appliqué un scaling afin de redimensionner notre boîte de sorte à ce qu'elle puisse être incluse dans cette NDC. Et une fois qu'on était dans cet espace de NDC, Normalized Device Coordinates,
On a cherché à faire rentrer cette NDC dans notre image. Donc là, on voit l'outline de la NDC contenu dans notre image. Et notre image est à nouveau un nouveau repère. Hein. Donc, on commence à voir l'explication du changement de repère ou de la transformation, hein, les deux définitions de dénomination de ce même élément. Donc notre image, en revanche, elle est incluse entre 0 et width pour la largeur et 0 et height pour la hauteur. C'est-à-dire que le point central de notre image n'est plus 0, mais est width sur 2 pour x et height sur 2 pour y. Donc à nouveau, il a fallu appliquer une série de deux transformations, une translation, afin de pouvoir centrer ce point 0 sur le centre de l'image, et un scaling afin de pouvoir faire rentrer du coup l'ensemble, de faire en sorte que notre image ne fasse pas que 2 pixels plutôt que notre objet ne représente pas que 2 pixels de haut, mais remplisse bien l'intégralité de la surface de l'image. Donc du coup, je vais un petit peu expliquer un certain nombre de transformations usuelles en graphique. Il en existe d'autres, hein, évidemment, mais on va s'intéresser aux plus usuels. Donc on va commencer par le scaling, hein, qu'on a déjà entrevu sur les vidéos précédentes. Donc on va le définir par un ratio S, et ce ratio S, on va l'appliquer sur x, y afin de faire grossir notre image. Donc sur chacun des points, comme on l'avait vu, sur chacun des points, on applique cette formule-là. Donc on multiplie par S les coordonnées en x et y, et on se retrouve avec un objet qui a soit grossi, soit d'ailleurs rétréci si le coefficient S est inférieur à 1. S'il est supérieur à 1, il a grossi. S'il est égal à 1, l'objet n'a pas bougé. Donc finalement, ça c'est juste un zoom ou un scaling. Alors évidemment, hein, on n'est pas obligé d'utiliser le même coefficient S pour x et y, hein, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec un objet qui se retrouve déformé sur un axe par rapport à l'autre. Donc un axe est privilégié, là par exemple le coefficient x est plus grand que le coefficient y, donc on a élargi notre objet et on a un tout petit peu augmenté sa taille en hauteur. Donc ça va être le cas par exemple si vous avez un cube et vous voulez l'étirer afin de faire une poutre par exemple dans un bâtiment, et bien vous pouvez très bien à partir de ce cube de base changer ses proportions et étirer sa forme. Donc ensuite, la translation qui est pareil une des transformations que l'on a déjà utilisées. Donc cette fois-ci, comme on l'avait vu, donc on a x, y, et on ajoute à chacune des coordonnées x et y un coefficient tx et ty, afin de déplacer notre objet dans la scène. Donc les proportions de notre objet ne changent pas cette fois-ci, seulement la position de l'objet change, hein. Et finalement, vous le voyez en mathématiques, ça, hein, c'est ce qui s'appelle un vecteur de translation. C'est un vecteur qui part de l'origine et qui a comme valeur, qui a une valeur en x et qui a une valeur en y, et finalement ce vecteur-là, on peut le coller à chacun des points, et il pointera toujours dans la direction, enfin non, la fin du vecteur pointera vers la nouvelle coordonnée de notre vertex. Donc par exemple, si on va sur le toit ici, on prend ce même vecteur, on le met sur le toit, et bien, le vecteur va pointer sur la position du nouveau point du toit, et on voit bien qu'ainsi on a déplacé notre objet de cette norme-là. Alors ces deux transformations-là, on les avait déjà abordées sur les vidéos précédentes. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est une autre transformation qui est très utile. Il s'agit des rotations. Et ça correspond simplement au fait de faire tourner un objet. Donc là, la maison, on va la faire tourner et on va lui appliquer une certaine rotation. Et dans notre cas, là, dans l'exemple qu'on va prendre, cette rotation, elle va être d'un angle θ. Donc vous remarquerez que j'ai pas encore affiché la formule parce qu'on va détailler comment on la construit. Si vous n'êtes pas intéressé par la démonstration rapide, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la démonstration rapide de cette formule-là, vous pouvez sauter cette section. Je l'affiche à la fin. Alors, on va se placer pour expliquer comment cette formule est construite dans ce qui s'appelle le cercle trigonométrique. Donc c'est un cercle qui a un rayon de 1. Donc il touche le bout des axes, hein.
Et vous pouvez remarquer que finalement, là, le jeu, ça va être pour chacun des points de notre repère. Donc, finalement, là, la maison, elle est dans le repère initial x et y. Et nous, on veut l'exprimer dans notre nouveau repère x', y'. Donc, à nouveau, on voit pour quelle raison cela s'appelle un changement de repère, une transformation. C'est-à-dire qu'on a un repère initial, et ce repère initial, on lui a appliqué une transformation. Et l'objectif, c'est de pouvoir exprimer chacun des coordonnées des points de ce nouveau... d'exprimer la coordonnée de chacun des points de l'ancien repère dans le nouveau repère. Donc là, notre maison, mettons on prend ce point-là, on voudrait savoir quelles sont ses coordonnées dans le repère x', y'. Et si on fait ça sur chacun des points de notre maison, eh bien on aura effectivement appliqué une rotation d'axe, une rotation d'angle θ sur cet élément-là, sur cet objet-là. Donc, ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est de, si on prend ce point-là, quelle est sa coordonnée quelles sont ses coordonnées dans le nouveau repère? Il va falloir avancer d'une certaine quantité sur x', puis d'une certaine quantité sur y', et c'est ces deux distances-là qui nous intéressent pour pouvoir retrouver la coordonnée de ce point-là dans le repère x', y'. Donc, par exemple, si on prend ce point-là, le bout du vecteur x, quelle est sa coordonnée sur x'? Donc ça s'appelle une projection, c'est-à-dire qu'on prend ce point-là, on tire un trait qui est parallèle à l'axe y', et comme notre repère est orthogonal, eh bien, ça forme un angle droit avec x'. Donc là, finalement, il va falloir avancer, si on prend ce point-là, il va falloir avancer de cette quantité-là sur x', et on verra ensuite qu'il va falloir avancer de cette quantité-là sur y'. Donc là, le jeu, c'est de retrouver quelles sont ces longueurs-là pour retrouver les coordonnées de x. Et là, vous pouvez vous dire, mais oui, mais ça ressemble fortement à un triangle rectangle. Et effectivement, c'en est un. Et donc, si on applique les formules afférentes au triangle rectangle, eh bien, on sait que cette distance-là, elle vaut cosinus de θ. Pourquoi? Parce que cette longueur-là vaut 1, et là, l'angle, il vaut θ. Donc, cette distance-là vaut cosinus de θ. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les coordonnées d'un point, par exemple, x, ici. Quelle est la projection de ce point-là sur l'axe x'? Eh bien là, cette fois-ci, on a avancé de x sur l'axe grand X, et cela va correspondre du coup à une longueur x sur ce segment du triangle. Donc on aura finalement cette longueur-là, qui va valoir x fois cosinus de θ. Donc là, je commence à remplir un peu la formule. Vous allez voir que vous voyez là en gris clair la tête qu'elle va avoir à la fin. Donc on va la détailler étape par étape. Mais déjà, on voit que pour un point qui est sur l'axe x, et pour x', il va valoir x fois cosinus θ. Ensuite, pour l'axe y, ça va être le même jeu. Cette fois-ci, le triangle, on le fait tourner. Et là, on a ce qui s'appelle des angles alternes internes. Donc finalement, cet angle-là, il vaut aussi θ. Et pareillement, pour ce point-là, quelle est la longueur sur y de ce point-là? Donc là, la formule elle change un petit peu. Du coup, c'est un sinus et pas un cosinus dans ce cas-là. Et bien là, parce que du coup, là, l'angle il est opposé au segment, alors que là, il était adjacent. Donc du coup, la longueur de x sur y' vaut sinus de x, mais si on avance seulement d'une quantité x si on avance d'une quantité x sur grand X, à ce moment-là, cette distance-là vaudra x sinus θ. Donc pour y', la nouvelle coordonnée y' de ce point-là va être égale à x fois sinus θ. Bon, on a répondu à la moitié du problème là, parce que finalement là, il était bien gentil notre point, sa valeur en y valait 0. Mais si on prend ce point-là, on voit bien qu'il va falloir appliquer une opération supplémentaire. Donc on va s'intéresser maintenant à ce qui se passe pour un point sur y, et cela va nous donner la formule totale. Donc, pour y, c'est la même chose. L'angle θ est conservé entre y' et y.
Et on se retrouve à nouveau avec des triangles rectangles un peu de partout, ce qui va nous permettre de finaliser notre formule. Ok, donc du coup, le problème est similaire, hein. On veut retrouver la longueur de ce segment-là, connaissant notre angle ici θ, et connaissant cette longueur qui vaut 1. Donc, on considère déjà ce premier triangle rectangle, et ensuite, eh bien, la longueur projetée de y sur l'axe x', il vaut sinus θ. Alors ça, c'est la longueur de ce segment-là. Le problème, c'est que là, sinus θ, c'est en allant de ce point-là vers ce point-là. Donc c'est dans cette direction-là. Alors, je ne vais pas démontrer précisément pour quelle raison là, mais intuitivement, on voit bien que au lieu de... Là, on est en train de reculer, et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans cette direction-là. Donc, on rajoute un moins devant, et effectivement, à ce moment-là, la valeur en x' d'un point sur y sera multipliée par moins sinus θ. Donc, si on prend un point y ici, là, qui vaut y sur l'axe grand Y, eh bien, pour l'axe x', il vaudra moins y sinus θ. Et on peut ainsi compléter notre formule avec x' qui vaudra x cosinus θ moins y sinus θ. Alors, effectivement, hein, il y a une opération supplémentaire, parce que finalement, chacun des points de notre maison, là, il est déterminé par l'addition de deux vecteurs, un vecteur sur x et un vecteur sur y. Donc là, en ayant décomposé la valeur élémentaire de chacun des points, comme considérant juste le point sur un des axes x, puis là, maintenant, ce qu'on considère, c'est sur y, eh bien, en ajoutant ces deux valeurs-là, on retrouve bien ce qui se passe. Et là, si on reprend tout à l'heure l'exemple du fait que ce point-là, qui a une valeur en x et en y non nulle dans le repère initial, eh bien, il va bien falloir avancer de x fois cosinus θ et de reculer un peu de y fois sinus θ. Et on continue du coup le calcul de façon totalement similaire. Et à ce moment-là, en retournant notre triangle rectangle, on se retrouve sur l'axe y à trouver ainsi la dernière coordonnée, le dernier petit offset qui nous manquait, y fois cosinus θ. Et on a ainsi complété notre formule. Et on se retrouve avec la formule de la rotation pour un angle θ. Donc je la raffiche ici, et si on souhaite donc du coup faire tourner cette forme-là d'un angle θ, on se retrouve avec cette formule-là à appliquer. C'est-à-dire que les nouvelles coordonnées x et la nouvelle coordonnée y va prendre ces valeurs-là en prenant les coordonnées initiales x, y. Enfin, une dernière transformation que je voulais aussi présenter, parce qu'elle existe, elle est utilisée en graphique, c'est le shearing. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est une transformation sur laquelle on applique des ratios sur chacune des coordonnées. Et cette fois-ci, au lieu de faire un ratio sur x et y, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, entre guillemets, combiner plusieurs transformations par l'intermédiaire de cette transformation. Donc notre nouvelle coordonnée x' va avoir x plus ay. Donc on prend une partie on prend notre valeur x et on lui rajoute une partie de y. Et de façon analogue pour y, on prend y et on lui rajoute une partie de x. Et cette transformation-là, du coup, est contrôlée par ces deux ratios-là, et ça donne ce type de transformation. Donc, pour rappel, on a présenté donc, dans cette vidéo-là 4 transformations: le scaling, la translation, la rotation et le shearing. Et les formules qui sont en dessous expriment chacune de ces transformations-là. Donc il faut appliquer ces formules-là sur chacun des points de notre mèche. On va essayer du coup d'implémenter rapidement la rotation. On a déjà fait le scaling, la translation hein, dans les vidéos précédentes, mais on ne va pas s'intéresser à appliquer le shearing. La rotation, c'est juste pour montrer un petit peu ce que ça donne
visuellement, quoi, hein, mais le problème, c'est que c'est absolument pas utilisable actuellement, enfin, on va dire pratique à utiliser, d'avoir à appliquer ces transformations-là. On va voir dans la vidéo suivante qu'en utilisant des matrices, c'est un format qui est très pratique pour pouvoir représenter ces transformations et les combiner de façon efficace. Alors on se retrouve devant le code, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve devant le code que l'on va modifier pour ajouter les rotations. Alors je vais reprendre de là où j'en étais la dernière fois, donc sur le repo. L'adresse va changer, je le mettrai en description et je corrigerai les anciennes adresses parce que j'ai plus accès à ce compte sur GitHub. Mais le lien reste toujours valable. Pour notre cas à nous, je vais faire un fork vers un autre compte. Donc, git clone, on copie l'URL. Et on était sur la branche remote show origin. On était sur la branche 05 SDL, checkout. Voilà. Alors, si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous n'avez pas besoin de faire ça, parce que normalement, vous avez encore votre code au même état que celui dans lequel il était précédemment. Ok, donc là, je suis bien donc, dans mon repo avec la bonne version. Donc, on va ouvrir Visual Studio Code. Je vais agrandir un petit peu la police d'écriture pour que vous y voyez plus clair. Et on va configurer notre... bah c'est bon, il est déjà configuré. Parfait. Il a configuré à l'ouverture. Donc, allons voir notre fichier main.cpp. Donc, rappelons-nous de ce qu'on avait fait un peu les dernières fois, on va dire plutôt. Donc, le programme, alors pour rappel, si je vais sur build, on va le build. Et quand on le lance, il nous demande en fait de lui donner en argument un fichier obj. Et donc dans le repo, j'en avais mis un qui est dans asset et monkey.obj, le fichier, le mesh de Blender. Donc voilà, là ça nous affiche bien le fichier obj dans notre fenêtre. Donc maintenant, le loader fonctionne. Ensuite, on initialise SDL. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et on a créé une texture qui va finalement héberger, enfin sur laquelle on va dessiner nos lignes. Et donc ces lignes-là, donc on va processer chacun des polygones du mesh. Et ensuite, eh bien, à la suite de nombreuses transformations qu'on avait déjà explicitées les fois dernières, on va enfin pouvoir tracer notre ligne sur notre texture. Et enfin, on s'applique à faire une boucle jusqu'à ce que l'on quitte SDL, enfin jusqu'à ce que l'on ferme la fenêtre finalement, SDL quitte. Et cette boucle-là va se contenter en fait de refresh la texture, c'est-à-dire de donner à SDL, de copier dans SDL le contenu de notre tableau de pixels ici. Et ensuite, on fait le rendu de ce que le frame buffer de SDL contient. Donc là, ça va être un petit peu... Enfin, il va falloir modifier quelques petites choses. Nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir, de façon interactive, faire tourner le mesh dans différentes directions. Donc, ce qui va être nécessaire de faire à ce moment-là, ça va être ici, dans cette boucle while qui vérifie s'il y a un event sur le clavier. Ça va être de repérer l'événement sur l'événement qui donne. On va utiliser les touches gauche et droite du clavier afin de pouvoir faire tourner notre objet. Donc, on va rajouter un cas. Hein. Non, alors il est déjà là, le cas. Voilà. Et on va rajouter ici le cas case SDLK, par exemple left break. Pour l'instant, on fait rien, hein, d'accord. Et là-dedans, on va effectuer notre rotation. Alors là, on voit qu'il y a un petit souci déjà, c'est que finalement, il va falloir changer un peu 2-3 trucs dans notre code.
Parce que là, on a fait le tracé des lignes avant l'affichage du rendu sur la fenêtre SDL. Maintenant, il va falloir, à chaque fois que l'on fait un left, là dans notre cas, il va falloir invalider la texture et redessiner chacune des lignes avec leurs nouvelles coordonnées. Donc on va créer une nouvelle donc on va faire ça, hein, texture déjà, texture clear. Donc ça, on va créer une fonction clear dans texture. Et donc la texture, c'est ça, hop. Et là, on va rajouter donc juste une fonction clear, donc virtual void clear. Hop. Et là, je reviens là-dessus, là, dans l'implémentation. Void texture clear. Bon, alors ça va être tout simple, hein, le clear. On va faire un même set. Est-ce qu'il a ouais, c'est bon, le string il est là, parce que je crois que c'est dans string, un même set. Donc, notre frame buffer, on va juste lui mettre des zéros dedans. Hein, puis on va vérifier si ça fonctionne bien quand on appuie sur la touche gauche. Donc, donc le frame buffer, il faut lui donner le pointeur vers les éléments du frame buffer. Alors, je vais les mettre les unes à la suite des autres, ça sera plus lisible probablement. On va le remplir de 0, et la taille de notre frame buffer, c'est framebuffer.size fois sizeof uint 8t. Que je vérifie que ce soit bien ça. Hein. C'est bien un type uint 8t. Donc là, normalement, j'ai tout en place. Ok, et je vais pouvoir constater si ça fonctionne ou pas. Ok. Donc là, si j'appuie sur la touche gauche du clavier, hop, tout s'efface. C'est ce qui est attendu, parce que je fais un clear de ma texture. Donc là, c'est bien. On a déjà fait le clear de la texture. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir retracer l'ensemble des lignes correctement. Donc pour cela, on va séparer un petit peu une partie de ce code-là en une fonction particulière que je vais appeler du coup traceLines. TraceLines. Je vais peut-être même d'ailleurs être un peu plus explicite. TraceLines texture. C'est un peu long, mais au moins c'est plus clair. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme argument? Il va nous falloir déjà l'ensemble de nos edges, donc l'ensemble des segments qui constituent l'ensemble des lignes en fait qui constituent notre mesh wireframe. Donc, ça va être une liste. Je vais appeler edges ou lines, tout simplement. Et donc, une ligne, c'est constitué de 2 points. Donc, ça va être un pair de PNT 3D, PNT 3D. Ok. Parfait. Donc, première chose de régler. Ensuite, souvenons-nous, on avait une couleur qu'on donnait à la traceline. Donc, on aimerait bien spécifier une couleur pour l'ensemble des lignes créées. Donc, color, line color, j'appelais, line color. Et enfin, eh bien, la texture sur laquelle on veut dessiner ces lignes-là. Donc, on va prendre en argument une texture. Ok. Voilà, parfait. Et puis maintenant, eh bien, le jeu, c'est d'itérer sur l'ensemble de ces lignes-là et de les... alors, j'ai oublié un chevron fermant, là, ici. D'itérer sur ces lignes-là, donc... on ne les modifie pas, hein. Donc, edge, lines. Je me suis planté, lines. On itère sur chacune des lignes et eh bien, je vais juste copier cette partie-là, là, hop. Et on va voir s'il nous manque des arguments ou pas. Voilà. Donc on a bien la texture. Et ensuite, eh bien, il nous manque la width et la height. Donc ça, c'est facile, on a à partir de la texture. Donc const int, je crois que c'est un int hein, que j'avais mis. C'est pas un size t.
Ouais, c'est un int pour le width et height. Donc width égale texture.width et const int height égale texture.height. Parfait. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, eh bien, nos 2 points, donc S0 et S1, donc edge.first, edge.first, et edge.second. Edge.second. Donc voilà, on a notre routine qui nous permet de tracer toutes ces lignes-là dans notre texture. Bon, bah à présent, au lieu de les tracer directement à cette étape-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finalement juste sauvegarder la position des sommets qui constituent l'ensemble de nos lignes. Donc std, un vecteur pnt 3d, pnt 3d. Ok, et là je vais appeler lines. Et donc ici, on veut sauvegarder ces deux positions-là. Donc lines.pushback, make pair, S0 img, S1 img. Parfait. Donc là, c'est bien. Il ne nous reste plus qu'à appeler cette fonction-là avec les bons arguments et on aura tracé nos lignes dans notre texture. Donc là, press lines on texture. Donc lines, line color et texture. Je fais la même sur la même ligne, hein, c'est pas très long. Ok, parfait. Alors maintenant, voyons si il n'y a pas de problème. Ninja, on compile. Et effectivement, on a bien le rendu. Quand je fais gauche, ça s'efface. Je peux même tester du coup en rajoutant ici après le clear press line on texture. Je veux du coup mes lines, ma line color et ma texture. Parfait. Et là, à présent, ça va pas servir à grand chose, mais on va mettre notre code de transformation ici. Mais là, on va clear la texture et on va recommencer le tracé de toutes les lignes sur notre texture. Là, logiquement, il devrait plus avoir de... Ça aurait pu s'afficher en noir une fois qu'on a appuyé sur la touche gauche. Donc là, si j'appuie sur gauche, effectivement, ça s'efface et ça se retrace. Donc on ne le voit pas parce que entre-temps, ça s'est fait, et c'est que au moment, après avoir effacé puis retracé, que l'on affiche la texture sur l'écran. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, on a un peu préparé le terrain. Et ce qu'il va falloir faire, c'est appliquer ces rotations sur chacun des points, sur chacune en fait, des extrémités de ces lignes-là. Donc pour cela, je vais rajouter une fonction ici, là, dans mes transformations. Hop. nt3d, rotate. Et on va faire rotate x, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire une rotation. Là, moi, je l'ai montré sur un des axes. D'ailleurs, non, j'ai commencé par ça, j'ai commencé par Z. Dans ce qu'on a vu juste précédemment, j'ai montré la rotation autour de l'axe Z. Donc, c'est-à-dire que l'axe qui part de l'écran et qui vient vers vous. Et le plan tourne autour de cet axe-là. Mais vous pourriez très bien aussi imaginer, vu qu'on est en 3D, tourner autour de l'axe X. C'est ce qu'on va faire, hein. On va voir ce que ça donne sur d'autres axes. Et l'axe Y de façon analogue. Donc on va commencer par l'axe Z, puisque c'est ce qu'on a vu juste précédemment. Et donc là, on reprend la même forme que les autres rotations, donc avec ces arguments-là. Donc on a besoin d'un point, et cette fois-ci, par contre, d'un angle. J'ai précisé, on va prendre un angle en degrés, mais les fonctions trigonométriques en C et en C++ prennent du radian. Donc il va déjà falloir faire une première petite transformation sur cet angle-là, hein, c'est tout bête. C'est une règle de 3, donc angle rad égale angle y fois pi
sur 180. Parfait. Que je regarde, j'ai oublié de préciser le type là. Ok. Bon, maintenant on est bien. Donc on va simplifier juste un truc. On va faire cos angle égale cos angle rad. Et angle cos sin angle. Ok, parfait. Donc là, on a notre cosinus et notre sinus, et il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule que l'on a vue précédemment. Donc on va faire un return. J'oublie pas le point virgule, si je me plante de touche, ça va pas aller. Décidément, ça ne veut pas venir. Donc pour l'axe Z, on réapplique juste la formule qu'on a vue précédemment. Donc pnt.x fois cos angle, donc cos θ, hein, moins pnt.y fois sin angle. Parfait. Ensuite, pour y, le nouveau point y, ça va être pnt.x fois sin angle plus pnt.y fois cos angle. Et z il bouge pas, lui. pnt.z. Voilà. Donc là, on a nos nouvelles coordonnées qu'on retourne bien. Donc voyons maintenant ce que ça donne quand on applique ça sur chacun des points de notre mèche. Ici, là. Donc, à nouveau, on va faire une petite boucle for à cet endroit-là. For auto. Alors cette fois-ci, c'est pas un const auto. Hein. Autant là. D'ailleurs, j'avais utilisé des index sur les vidéos précédentes, peut-être que j'aurais peut-être dû faire ça pour ce code-là. Mais bon, c'est une boucle for. Là, on ne touche pas aux edges. Par contre, là, on va les modifier. Donc, je vais prendre une référence sur chacun des edges. Lines. Et du coup, edge.first égale rotate the edge.first. Et on va prendre, on va faire un petit décalage de 1 degré. On fait ça pour le premier edge, on fait ça pour le second edge. Et voilà. Donc, voyons ce que ça donne, hein, tout simplement. Donc, voilà. Donc, c'est... Voilà. On appuie sur la gauche. Notre mèche tourne. Mais alors, vous allez vous dire, mais ouais, là, le problème, c'est qu'il tourne. Moi, j'aimerais bien qu'il tourne sur lui-même. Là, il tourne, en fait, finalement, par rapport à ce point-là. Parce que quand on applique la rotation, souvenez-vous des repères que j'avais dessinés précédemment. Finalement, on a un repère ici, qui est le repère de notre image, que l'on fait tourner, mais on le fait tourner autour de autour du centre 0, autour de 0. Et là, ce qu'on voudrait, c'est de faire tourner autour du centre de l'image. Donc, pour remédier à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà appliquer une translation. Donc c'est un peu la même idée que ce qu'on avait vu dans le NDC, dans le fait de passer de la bounding box à la NDC, puis à l'espace image. Finalement, on va recentrer ce mesh sur 0. On va appliquer notre rotation, et on va à nouveau, une fois que l'objet est tourné, le remettre au centre de l'image. Donc on va annuler la transformation, la translation que l'on avait fait au début. Mais pas l'annuler finalement, parce qu'il y a eu entre-temps une rotation. Donc, edge.first égale translate. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais. Translate edge.first. Et x, ça faut width sur 2. Alors, je vais quand même les caster et je vais faire un truc plus propre après. Hein. Et height. .f. Second. Alors là, c'est pas bon ce que j'ai fait parce qu'il faut en fait que je retranche ces valeurs-là afin de les centrer. Float. Moins float. Voilà. Donc là, on est bien. Donc je vais juste faire ça et je vais pas appliquer la trans. Non, donc là, il va falloir. Remarque, je peux le faire hein, maintenant et puis je vais les commenter. Donc on centre sur 0, on fait notre rotation et on remet au centre de l'image. D'accord? Donc là, je retire
je restaure. J'applique la translation inverse, hein, finalement. Alors attends, je n'ai pas du tout centré tout ça. Toc. Donc maintenant, admettons que l'on ne mette pas ça, ça va être beaucoup plus visuel du coup. Donc là, si j'appuie sur gauche, l'objet va se remettre autour de ce point-là. Paf. Ah bah non, même pas. Bah oui, j'ai pas compilé. Les joies de laisser en live. Hop. Ah bah j'ai fait une erreur là, j'ai fait une petite erreur. C'est que j'ai dû prendre 2 fois le first. Voilà. C'est quand on copie-colle, c'est ce qui arrive. Et là, ça va être le même problème. Ok. On recompile et on réexécute. Et là, effectivement, quand j'appuie sur gauche, alors le problème c'est que je peux le faire qu'une seule fois, parce qu'après il va continuer à partir de l'autre côté. Mais si je le fais une fois, effectivement, là mon objet c'est bien placé au centre, hein, le coin gauche de l'image qui correspond à notre 0, l'objet s'y est mis autour. Donc maintenant on va finir le travail. Ok, je vais juste faire ça correctement, ça permet d'éviter les erreurs justement. Voilà. On compile cette fois, on n'oublie pas de compiler. Et là, voilà, quand j'appuie sur gauche, j'ai bien mon objet qui tourne d'un côté. Ok. Bon, on va faire la même chose pour notre touche. Hein. Ok, et là, cette fois-ci, en revanche, on veut le faire tourner dans l'autre sens. Ok, donc là, gauche et droite. Bon, c'est intéressant tout ça, mais on aimerait peut-être faire une rotation. J'aimerais bien montrer une autre rotation. C'est une rotation autour de l'axe Y. Et là, ça va vraiment nous donner l'impression, ça va rendre, parce que finalement, là pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas touché au point sur Z, mais en faisant ça, du coup, le point sur Z va avoir une importance, parce qu'effectivement, l'objet va tourner, entre guillemets, en 3D. Donc, rajoutons cette routine-là, que je ne me trompe pas. Je regarde un petit peu mon anti-sèche à côté. Ok. Donc moi j'ai une rotation sur l'axe Y. Donc je vais juste la copier avant ça. Pof. Y. Donc là, ce qu'on va manipuler, c'est que Y, lui, va pas changer. Donc nt.y, on ne touche pas à Y. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toucher à X et Z. Et là, la formule, hein, vous pouvez la retrouver sur Wikipédia, entre autres, hein, mais elle se dérive de façon analogue à celle qu'on a décrite pour Z. Mais en gros, eh bien, c'est la même formule, sauf qu'il faut changer les coordonnées sur lesquelles on applique notre cosinus et notre sinus. Voilà. J'espère que je ne suis pas trompé. C'est un plus ici. Et là, c'est un cosinus. Voilà. Et là, c'est un moins. Et c'est un sinus. Voilà, parfait. Donc une fois qu'on a ça, on va faire cette transformation sur le up et down. Alors, pour faire du code propre, hein, il ne faudrait pas copier-coller, hein, mais je préfère le faire ainsi parce que c'est juste plus lisible pour cette étape du tutoriel, et puis quand ça sera nécessaire de changer, bien on changera, quoi. Donc down et up. Cette fois-ci, c'est plus une rotation sur Z, c'est une rotation sur Y. Voilà. Et voyons ce que ça donne. Donc je compile. Donc,
ça marche toujours hein, sur la rotation sur Z. Oula, là il y a un petit problème. Donc j'ai dû me tromper sur la formule, hein, j'ai vérifié la formule, mais je me suis forcément trompé, et oui, je me suis trompé ici, c'est que j'ai changé le sinus et le cosinus, mais pour le X, mais pas pour le Y. Voilà. Donc, on recompile. J'aurais dû commencer en mettant les deux commandes, comme ça m'aurait évité d'avoir à jouer entre les deux. Donc on tourne, ça marche toujours. Et là, hop, on a notre objet qui tourne autour de l'axe Y. Donc là, on a fait une rotation autour de l'axe Y, un axe vertical. Et là, autour de l'axe Z, donc l'axe qui vient vers nous. Hop, et on peut combiner ces deux rotations-là, et on a notre mèche qui s'affiche devant nos yeux ébahis. Alors, ce serait probablement plus naturel de changer un peu l'ordre de binder ces rotations sur d'autres axes. Donc je vais rajouter une la dernière rotation ici. Hein. Moi, je vais la copier, la fonction ici. Hop, rotate X. Et cette fois-ci pour X, que je ne me trompe pas. Donc, pnt.x. Ensuite, c'est le cosinus que je veux en premier et le sinus que je veux en deuxième. Donc, ça c'est Y, ça c'est Y, et ça c'est Z. Ok, parfait. Et ensuite, voyons ce qui fait le plus de sens. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que quand j'appuie sur gauche et droite, ça fasse une rotation plutôt autour de Y, comme si on voulait tourner autour de l'axe Y. Donc, on va faire ça de suite. Donc, ici, on prend Y. Voilà. Et là, j'ai bien ce que je veux. Et pour Z, eh bien, j'aimerais que ça tourne autour de X, en revanche. Up et down, donc ça, une rotation sur X. Voilà, et voyons ce que ça donne, une fois qu'on a toutes ces transformations. Donc j'ai mon objet, voilà, et je peux m'amuser avec. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. La prochaine fois, alors là, on voit que c'est un peu laborieux, hein, tout ce code à chaque fois à faire. Donc sur l'objet de la prochaine vidéo, ça sera d'utiliser justement des matrices pour représenter toutes ces transformations, et ça va nous simplifier énormément le code, énormément la vie. Donc je souhaitais le faire en 2 étapes, pour pas introduire trop de choses d'un coup. Voilà, donc j'espère que la prochaine vidéo sortira dans pas trop longtemps. Ça sera, voilà, faut que je trouve un peu de temps pour finir déjà le script et pour l'enregistrer. Donc je vous promets rien, mais en tout cas, j'espère que ça sera dans pas trop longtemps. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.